Je suis ravi de passer ce moment avec vous ce soir. Donc, l'idée, c'est de partager en fait un certain nombre de réflexions sur, vous l'avez compris, la raison d'être des marques, mais je ne voulais pas utiliser justement le mot de raison d'être. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, évidemment, l'objectif de cette intervention n'est pas de répondre à la question, puisque je n'ai pas la réponse. Par contre, c'est d'essayer de poser un cadre de réflexion pour penser le rôle des marques dans la cité. Et d'ailleurs, on s'est permis de rajouter un C majuscule à cité et pas un C minuscule. On va commencer quand même sur ce que je serais tenté d'appeler la sainte trinité laïque du branding. Donc, je reprends cette expression à mon collègue Jean-Paul Petit-Imbert, qui donc enseigne à l'ESCP. Donc, l'idée, c'est qu'on a vu apparaître en fait un terme dans la littérature sur la marque au cours des dernières années, qui est le purpose. Et évidemment, l'idée, c'est de complémenter l'approche marketing qui s'appuyait essentiellement sur le what et le how, hein, c'est-à-dire la notion de bénéfice et la notion de processus, et en complétant ces deux notions par la notion de why. Et donc, le purpose semble avoir envahi, si je puis dire, à la fois la littérature sur la marque, mais aussi un ensemble de réflexions managériales. Si bien qu'on voit apparaître des magazines qui vous expliquent, enfin qui se demandent finalement ce que font les marques pour nous aujourd'hui. Magazine d'ailleurs qui n'a eu qu'un seul numéro. Je ne sais pas si c'est lié au thème. Voilà, donc des grandes marques qui nous expliquent qu'elles s'engagent aujourd'hui pour demain, sans nous expliquer vraiment pourquoi d'ailleurs. Donc Monoprix, hein, qui depuis quelques années nous dit que chaque jour, elle essaye de faire quelque chose pour nous. Et on voit un certain nombre d'initiatives assez variées. Là, on voit en termes de design, d'environnement. Et puis, évidemment, la question du purpose devient une problématique centrale de la réflexion stratégique, si bien qu'on voit un certain nombre de marques qui n'hésitent pas à afficher, en fait, dans un certain nombre de médias, et notamment sur leur site web, de véritables programmes de marque, d'accord, et qui essayent véritablement de définir leur purpose. Alors, évidemment, le problème, c'est que quand on parle de purpose, on revient assez souvent à des exemples comme celui de Patagonia, qui effectivement était peut-être une des premières entreprises à vraiment poser, il y a une vingtaine d'années, la question de la mission, hein, ce qui n'était pas forcément des questions qu'on se posait à l'époque. Donc Patagonia est toujours cité en exemple. On voit aussi apparaître très souvent une marque comme Tesla qui nous explique que, en fait, elle va accélérer la transition énergétique vers des énergies plus durables. Voilà. Et donc, on voit, là j'ai pris un exemple parmi d'autres, dans les cosmétiques, des entreprises qui vont clarifier finalement leurs engagements, c'est-à-dire quelles sont les valeurs dans lesquelles on croit, donc quelles sont nos convictions, et comment est-ce qu'on va mettre nos valeurs en action. Donc, on voit bien que se met en place de façon très claire une rhétorique qui va associer le monde des valeurs et le monde des actes. Et je pense que le purpose se situe justement à l'interaction entre les deux, c'est-à-dire que le fait pour une marque d'avoir un purpose, cela veut dire d'abord le fait d'avoir des convictions, d'avoir des valeurs, et ça veut dire que l'on est capable de transcrire ces valeurs dans des comportements vertueux. Or, cela pose déjà un problème relatif à la question de la valeur. Parce que finalement, quand on regarde un petit peu les valeurs affichées par les marques et les entreprises, ben, on s'aperçoit que finalement, on en revient très souvent à un petit nombre de valeurs, hein, qui sont récurrentes. Donc ça, c'est un premier problème, puisque finalement, la valeur ne permet pas souvent de créer de la différenciation. Et le deuxième problème, c'est qu'on a souvent l'impression
que la valeur, en fait, n'a qu'un effet cosmétique, c'est-à-dire n'est qu'un argument de communication. Or, je voudrais rappeler quand même que la notion de valeur induit un sacrifice. C'est-à-dire que la valeur, c'est ce en quoi je vais croire, mais c'est aussi ce pourquoi je suis prêt à mobiliser des ressources. C'est-à-dire ce pourquoi je suis prêt à sacrifier quelque chose, hein, qui peut être notamment de l'ordre économique. Et donc, je pense que tant qu'on n'intègre pas cette dimension de sacrifice dans la notion de valeur, je pense qu'on passe à côté de la valeur et que finalement, on réduit la valeur à un pur effet de surface, un pur effet cosmétique. Voilà, et c'est vrai que quand on voit des marques comme Diesel qui nous disent We at Diesel have a stupid dream, donc qui est en fait évidemment une référence à leur campagne Be Stupid, eh bien finalement on se demande dans quelle mesure ces marques prennent au sérieux la notion de valeur et finalement si ce n'est pas simplement un tour de passe-passe des communicants finalement pour faire parler de la marque et faire résonner finalement une signature publicitaire. Voilà, donc je passe, hein, je pense que vous avez déjà vu ces exemples, donc je ne vais pas m'appesantir dessus, mais je voudrais maintenant en venir à des exemples qui sont un petit peu problématiques, puisque le rôle d'un philosophe, comme le rappelait Géraldine tout à l'heure, ce n'est pas de donner des réponses, mais c'est de poser les bonnes questions. Donc on va prendre l'une des marques les plus notoires au monde, donc Coca-Cola qui nous explique en fait que sa mission c'est de rafraîchir le monde, hein, à la fois dans l'esprit, dans le corps et dans la tête. Bon, ça donc on comprend. Mais finalement on se demande quelles sont les limites de ce purpose, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où on a parlé de satiété, de partage, de famille et de happiness, qui est le territoire de la marque, est-ce qu'on peut aller jusqu'à la paix dans le monde et est-ce qu'on peut aller au-delà? Ce qui est une vraie question, hein, liée non seulement à l'échelle des bénéfices, mais finalement à l'escalade du purpose, je pense, qui est effectivement un vrai danger. Et puis, je voudrais quand même rappeler des choses que certains d'entre vous ne savent pas ou ont oublié, c'est qu'il y a quelques années, c'est-à-dire il y a à peu près 90 ans, une marque comme Coca-Cola a été quand même le sponsor des Jeux Olympiques de Berlin, donc en 1936. Donc, on nous dit souvent que les peuples ont la mémoire courte, mais la question, c'est de savoir, est-ce que ce programme affiché par la marque Coca-Cola finalement est simplement une façon de s'inscrire dans l'ère du temps, ou est-ce que la marque peut être crédible alors que finalement elle obéissait à des principes totalement antithétiques il y a quelques décennies. Voilà, je vous rappelle ces quelques images que je n'ai pas été chercher bien loin puisqu'elles sont évidemment accessibles à tous sur Internet. Donc, je voudrais quand même savoir quel est le degré de cohérence, quel est le degré de persévérance d'une marque finalement quand elle dit qu'elle veut nous proposer du bonheur. Alors, si on tape sur Internet la notion de marque éthique, ethical brand, en fait, on nous rappelle très souvent trois choses, c'est-à-dire d'abord le fait qu'une marque éthique, c'est une marque qui a une forme de correction morale. Donc, on va renvoyer l'éthique à la morale. Donc, ça, c'est un point que je vais discuter un petit peu plus tard. Deuxième caractéristique, c'est une marque qui ne fait pas de mal aux animaux, à l'environnement et aux individus. Et troisièmement, c'est une marque qui est capable de contribuer à la société, au bien commun, et finalement d'envisager une société qui est positive et qui est durable. Voilà en gros les trois caractéristiques majeures de ce qu'on pourrait appeler une marque éthique. Alors, je voudrais montrer que de telles affirmations en fait posent des questions et je vais essayer après d'aller chercher des auteurs qui peut-être vont nous aider à penser ces questions. Alors, je vais partir d'un fait hein, que vous devez connaître puisque c'est arrivé il y a quelques jours. Hein, c'est
ça date du 20 mai 2020. Bon, vous avez dû entendre parler du fait que Danone est devenue la première entreprise du CAC 40 à choisir sciemment de devenir une entreprise à mission. Vous savez que donc il y a eu une loi qui a été votée qui permet à certaines entreprises de devenir des entreprises à mission, et Danone donc va être la première de ces entreprises cotées. Et donc, évidemment, on se dit, écoutez, c'est une bonne nouvelle, enfin une marque qui va pouvoir aider la société, etc. Bon. Mais en fait, une fois encore, si on a la mémoire un petit peu longue, eh bien, on peut se souvenir que Emmanuel Faber donc, a écrit en 1992 un ouvrage qui s'appelait « Main basse sur la cité », sous-titré « Éthique et entreprise », et qui, en gros, nous explique que le capitalisme fait la morale. Donc là, j'ai pris un extrait en fait, du début du livre. Voilà, et que quand elle s'affuble de l'éthique, l'entreprise embrasse une vision de sa mission qui la rend à la fois universelle et immortelle. Donc l'idée, c'est de nous rappeler qu'à l'époque, l'éthique était effectivement à la mode, parce que c'est à cette époque qu'on a commencé à parler de l'éthique des entreprises. Donc, il y avait notamment un philosophe qui s'appelait Alain Etchegoyen, qui est devenu d'ailleurs par la suite directeur du plan, qui avait beaucoup réfléchi sur cette question de la valse des éthiques et de la compatibilité possible de l'entreprise et de l'éthique. Mais en fait, le message principal d'Emmanuel Faber, c'est de dire que l'éthique est confisquée par l'entreprise qui, en confisquant l'éthique, va affirmer son universalité, et que finalement, tout ça, ça s'inscrit dans un projet qui s'appuie sur le surinvestissement de l'individu dans la consommation. Et finalement, ça renvoie à une culture d'entreprise, et il appelle ça, enfin, il nomme ce projet une imposture, d'accord ? L'imposture du projet d'entreprise fondée sur la religion de la performance. D'ailleurs, c'est à cette époque qu'on a commencé à remettre en cause cette idéologie de la performance. Et il y a des phrases assez étonnantes dans cet ouvrage, c'est que, et je pense qu'il a très très bien compris le problème, puisqu'il dit « à l'extérieur comme à l'intérieur, l'entreprise performante apparaît morale, donc totalité ». Et il poursuit en disant « nous verrons que la performance en soi, quand elle n'est pas conditionnée à un pourquoi, est un sens dépourvu de sens. C'est la mesure d'un moyen et non un objectif en soi. » Voilà. Et donc, ce que montre finalement Emmanuel Faber, c'est que l'éthique, finalement, va confisquer à la fois la conscience individuelle, mais aussi va confisquer, va occulter la question existentielle, qui est la question du pourquoi, et que finalement, on va oublier la question de la finalité, qui est une question fondamentale en ce qui concerne l'action humaine. Et en ce sens, il termine en disant « l'efficacité, mesure du moyen, devient une fin en soi ». Voilà, donc on voit que finalement, ce discours est totalement en contradiction avec ce qui s'est passé il y a un mois. Et donc, évidemment, c'est dans cet entre-deux que je voudrais proposer la réflexion qui va suivre sur la possibilité d'une marque éthique, puisque je tiens à préciser tout de suite mon camp. Je crois fermement que les marques peuvent avoir une éthique. C'est pour ça que j'ai forgé la notion de marque éthique en un seul mot. Je suis d'ailleurs en train de terminer l'écriture d'un ouvrage sur ce sujet. Donc, l'idée, ce n'est pas de critiquer en fait, ce qu'essayent de faire les marques ou les entreprises, c'est simplement d'essayer de penser les conditions de possibilité d'une marque éthique. Alors, autre problème, enfin problème, c'est peut-être pas un problème, vous avez peut-être entendu parler d'une chronique extrêmement savoureuse qui a été écrite par ce génial anthropologue anglais qui s'appelle David Graeber, bien connu pour un certain nombre de travaux et notamment pour un livre qui a eu beaucoup de succès il y a 2 ans, sur les bullshit jobs, c'est-à-dire sur les emplois qui sont considérés comme proprement inutiles par ceux qui les exercent. Et ce qui est intéressant, c'est que David Graeber a signé une tribune dans Libération le 27 mai,
donc il y a 3 semaines. Alors évidemment, si vous êtes intéressé par cette tribune, envoyez-moi un mail, je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. J'ai simplement pris quelques extraits d'un texte qui me semble absolument fondateur, parce que finalement, David Graeber va essayer de repenser la notion d'économie. Et en fait, il rappelle que pendant la période de confinement, finalement, on a été privé de choses qui étaient essentielles, de choses qui étaient de première nécessité, et que finalement, la fonction de l'économie, c'est justement l'approvisionnement en biens et services de première nécessité. Et montre finalement que on a finalement dû faire un choix entre la vie et l'économie, c'est-à-dire que finalement, on a sacrifié l'économie pour sauver la vie. Mais, comme il le rappelle, force est de constater que nos politiques n'ont pas inscrit la vie à leur ordre du jour. D'accord ? Et qu'en gros, les politiques ont dit aux gens de risquer leur vie pour le bien de l'économie, et que donc, il est fondamental de comprendre ce qu'ils entendent par ce mot. Voilà. Et donc, évidemment, David Graeber, qui est un anthropologue qui se dit anarchiste, nous explique que finalement, le risque, c'est que l'économie devienne une bullshit économie, donc ce qu'on pourrait traduire par une économie à la con, c'est-à-dire une économie qui produit de l'excès, mais pas un excès glorifié pour sa propre superfluité, comme c'était le cas au XVIIIe siècle quand on a inventé finalement l'économie, mais un excès cultivé avec violence et présenté comme le royaume de la nécessité, de l'utilité et de la productivité. Bref, un réalisme froid et forcené. Et je pense que, évidemment, ce texte est très important. Évidemment, là je ne résume pas tout le texte, mais au moins il a le mérite de nous forcer à repenser finalement ce qu'est l'économie et quelle est la fonction et quelle peut être la valeur de l'économie dans nos existences, tout en sachant que ça pose la question finalement de l'utilité. Est-ce que l'utilité finalement est perçu comme quelque chose de l'ordre du nécessaire, ou est-ce que c'est simplement un artifice rhétorique? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième ouvrage intéressant, je crois qu'il faut garder à l'esprit, c'est un ouvrage qui a été écrit il y a plusieurs années par Jean-Claude Michéa, qui s'appelle « L'Empire du moindre mal », en fait, qui est une histoire de la civilisation libérale, une histoire du libéralisme, dans lequel, finalement, Jean-Claude Michéa montre que, très fondamentalement, le capitalisme est amoral, c'est-à-dire qu'il se place à l'écart de la morale, puisque le libéralisme consiste dans l'édification d'un système économique efficient qui ne pose pas la question de la vertu. C'est-à-dire qu'on pose la question de l'efficience des relations entre les personnes et des relations marchandes, mais il ne peut y avoir de jugement moral dans l'évaluation de ces relations. Donc c'est pour ça que Jean-Claude Michéa va démontrer, je trouve de façon extrêmement pertinente, le fait que le libéralisme produit un système qui s'absente de la question de la morale. Donc il est amoral, évidemment, à ne pas confondre avec un système immoral. On parle bien d'amoralité, c'est-à-dire d'un système qui s'abstrait de la question de la vertu. Et d'ailleurs, certains philosophes, comme André Comte-Sponville, ont développé l'idée que capitalisme et morale ne sont absolument pas compatibles, parce qu'ils ne fonctionnent pas dans les mêmes sphères et ne sont pas structurés de la même façon. Et je pense justement que même si cette idée est intéressante, il faut quand même nécessairement penser la moralité du capitalisme. Et il y a un sociologue qui a fait ce travail, qui s'appelait Zygmunt Bauman, qui nous a quittés il y a 3 ans, dans un livre que je trouve très, très intéressant, dont le titre est une question, et qui pose justement la question de savoir si l'éthique a véritablement une chance dans un monde de consommateurs. Et évidemment, Bauman va montrer que sous certaines conditions, et on s'appuie notamment sur un philosophe français qui s'appelait Emmanuel Lévinas, il est possible d'envisager une éthique de la société de consommation. Alors, dernier point,
en préparant cette intervention, je suis retombé sur un texte assez méconnu de quelqu'un qui était très, très important dans mon parcours, qui s'appelait Jean-Marie Floch, malheureusement qui nous a quittés, et qui donc a été l'introducteur en fait de la sémiotique du marketing en France. Et après, on a essayé de faire traduire ces ouvrages en anglais. Et Jean-Marie, qui m'a beaucoup appris, avait fait une intervention à l'IREP en 1998. Donc, ça devait être une de ses dernières interventions. Il se posait la question justement de savoir qu'est-ce qu'on dit quand on dit que les consommateurs sont en quête de sens. Et en fait, dans ce texte, donc j'ai extrait en fait un passage qui me semble extrêmement intéressant. En fait, ce qu'il explique, c'est que ce qui compte quand on parle du sens, c'est que, et quand on parle de persuasion, puisque c'était une intervention sur les logiques de persuasion du consommateur et les logiques de fidélisation. D'ailleurs, Jean-Marie avait cette phrase, il disait souvent les consommateurs sont fidèles à une marque à partir du moment où la marque est fidèle à elle-même. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'une marque est une parole, qui est une parole donnée et qui doit être tenue. Voilà. Donc, il dit c'est surtout de la capacité des marques à tenir leurs paroles, à agir selon leur propre logique et à montrer que leurs produits représentent pour elles une valeur réelle et constante qui fait que les consommateurs vont être persuadés. Et le problème finalement auquel je pense sont confrontés beaucoup de marques et beaucoup de consommateurs, c'est le problème de la perte générale de sens d'un marché, c'est-à-dire des marchés qui deviennent insignifiants puisqu'il n'y a plus véritablement de différenciation. Donc, c'est ce qu'on appelle en sémiotique la notion d'axiologie. L'axiologie, c'est la capacité finalement à polariser un marché en faisant une contre-proposition. Donc, ce n'est pas très, très loin de la notion de disruption en marketing. Et donc, la question fondamentale qui est posée par Floch, c'est de savoir finalement qu'est-ce que la marque apporte au marché, donc quelle est sa contribution, mais la contribution à quoi? À la structuration du marché. C'est-à-dire comment on va structurer le marché avec du sens. Et donc, dernière phrase très intéressante, la structuration du marché, c'est finalement, ça renvoie à la capacité d'une marque à produire du sens et à apparaître signifiant. Et je pense qu'effectivement, cette question de la raison d'être et cette question du purpose, en fait, arrive à une époque qui se caractérise par une montée généralisée de l'insignifiance. Et je pense qu'effectivement, les marques ont un rôle important à jouer pour donner ou redonner du sens à la fois au marché et aussi aux pratiques de consommation. Et peut-être, pourquoi pas, à la vie en général. Alors, tout ça nous amène à finalement penser ce qu'est une marque. Et je voudrais montrer finalement qu'il y a trois façons de penser la marque. Et je pense qu'évidemment, la marque est un objet culturel et historique, c'est-à-dire que la façon dont on envisage et dont on considère la marque a évolué historiquement en fonction des problématiques de société et de l'évolution des valeurs et des attentes. Donc, on peut déjà considérer que la marque, en fait, peut être regardée de deux points de vue différents, mais qui sont quand même complémentaires. D'un côté, le point de vue de l'organisation, de l'autre, le point de vue de la société de consommation. Donc, première façon historique de penser la marque, c'est une approche en fait qui s'appuie sur la notion d'agent, c'est-à-dire qu'on va considérer soit que la marque c'est un outil de management. Donc la question sous-jacente, c'est de savoir comment utiliser la marque comme un outil en fait qui serait un outil à côté d'autres fonctions managériales. Donc ça a correspondu évidemment à l'apparition de la fonction de brand manager dans les entreprises. Et puis évidemment, si je me place du point de vue de la société de consommation, c'est l'idée d'une marque comme un langage, comme un système de signes. Et donc la question, c'est de savoir comment les marques peuvent déployer des systèmes de signes, c'est-à-dire essentiellement de symboles et d'icônes, dans un espace social et culturel. Et notamment, c'est toute la question de l'iconisation culturelle de la marque. Donc, je dirais que ça, c'est une première façon de penser la marque.
Une deuxième façon de penser la marque, c'est de penser finalement que la marque est un catalyseur culturel et que finalement, la marque peut être un outil, voire un paradigme pour manager non pas seulement des entreprises, mais des corporations. Et puis, si j'applique cette idée en fait au niveau de la société de consommation, bah, je vais considérer que la marque en fait est un média et que le rôle des marques, c'est d'agir comme une interface pour restructurer les relations entre différentes parties prenantes. Et ça, évidemment, c'est un modèle qui a été relativement dominant au cours des 10 dernières années, qui est en gros le modèle des stakeholders, c'est-à-dire des parties prenantes. Mais si je veux penser la notion d'éthique, la question de la morale et la question de l'engagement, je pense qu'il faut recourir à une autre façon de penser la marque qui ne se focalise ni sur l'agence ni sur la structure. Évidemment, ça renvoie finalement à des attentes, hein, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez un certain nombre d'enquêtes qui montrent que 2 tiers des consommateurs achètent selon leurs convictions. Voilà, toutes les enquêtes en fait sur le fait de savoir si les gens peuvent changer la société par leurs choix et leurs actions, hein, donc la notion d'achat-geste, c'est-à-dire est-ce que finalement je peux voter avec mon porte-monnaie et est-ce que moi, consommateur, je peux avoir une action pour transformer la société. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le niveau de confiance dans les institutions politiques, on voit que le niveau est relativement faible. Mais quand on regarde le niveau de confiance dans certaines organisations, on voit que pour les grandes entreprises, en fait, le niveau est relativement faible, contrairement aux petites et moyennes entreprises. Donc, on retrouve cette idée qui est très propre à la culture française, c'est que le petit est gentil et je peux avoir confiance en lui. Le grand, il faut s'en méfier. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les marques, en fait, déjà, il faut distinguer si les marques sont rattachées à des petites structures ou à des grosses structures, puisqu'effectivement, la perception de leur capacité à changer la société, je pense, est totalement différente, selon la taille. Voilà, donc on voit par exemple, ça c'est un article des Échos d'octobre 2019, des classements des marques les plus engagées. Je passe sur les marques, on voit un certain nombre de campagnes. Là, j'ai pris justement une marque de distributeur pour montrer que tout le monde s'y met sur les engagements. Là, en l'occurrence, c'est Leclerc qui va décliner une quinzaine d'engagements sur son site web pour la marque Repère. Voilà, sur des aspects relativement différents, mais finalement sur des choses qui sont, je trouve, relativement consensuelles. Et je pense que pour avancer dans notre réflexion, pour penser l'engagement des marques dans la cité, je pense qu'il faut revenir à une autre façon de penser la marque, à une notion très importante qui a été développée par le philosophe Michel Foucault, qui est la question de la gouvernementalité, c'est-à-dire la capacité finalement des marques à structurer la sphère de pensée et d'action d'autrui. Ça, c'est la définition de la gouvernementalité chez Foucault, ce qui permet de penser l'organisation par rapport à la question de la raison d'être. Donc, c'est la question que l'on pose ce soir, c'est-à-dire comment définir le contrat sociétal et les engagements de l'organisation, en considérant effectivement que la marque est une organisation. Et au niveau de la société et de la consommation, c'est finalement comment je peux comprendre la façon qu'ont les marques de promouvoir des comportements vertueux, c'est-à-dire dans quelle mesure la marque est un acteur et un vecteur des changements de société et des modes de vie. Hein, c'est ce qu'on appelle un bénéfice transformatif, d'accord ? Et un bénéfice sociétal. C'est-à-dire que les marketeurs, enfin les brand managers, aujourd'hui raisonnent par rapport à la capacité des marques, d'une part, à changer la vie des clients. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le purpose. C'est-à-dire le purpose, ça renvoie à la question qu'est-ce que ça changerait pour les clients si la marque n'existait pas dans leur vie quotidienne, mais c'est aussi la capacité des marques à changer la vie des sociétés. Hein, donc, c'est tout ce qu'on appelle finalement le champ de l'économie transformative. Et je pense que pour penser l'économie transformative, il faut d'abord penser la notion de responsabilité, mais il faut aussi penser la notion de gouvernementalité.
Alors, je rappelle au passage que la notion de responsabilité, d'une part, n'a pas toujours existé, c'est-à-dire qu'elle va apparaître en gros à la Renaissance. Et il y a un auteur qui va beaucoup travailler sur la responsabilité, c'est William Shakespeare. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, la responsabilité à la Renaissance a deux sens relativement distincts. D'un côté, c'est le fait d'avoir un certain nombre de qualités, donc comme la réputation, la confiance, le sens du devoir, d'accord, qui vont impliquer des relations interpersonnelles et qui sont tributaires de la reconnaissance sociale. Mais dans cette acception de la responsabilité, on ne va pas faire intervenir la notion de faute. Hein, c'est simplement l'idée d'avoir des qualités. Et je pense que ça, c'est une façon très intéressante de penser la responsabilité des marques. Alors que très souvent, en fait, on va renvoyer la question de la responsabilité des marques à la question de la culpabilité et de l'action fautive, et donc de la justification. Et donc, effectivement, ça, c'est la deuxième acception de la responsabilité, hein, qui est finalement l'incapacité à surmonter une épreuve ou un obstacle, c'est-à-dire l'incapacité à agir comme on aurait dû agir. Et donc, qui renvoie à la question de la justification. Et je pense donc qu'il est important de distinguer ces deux acceptions de la responsabilité, puisque ça induit, je pense, deux attitudes totalement différentes de la part des marques. Alors, je vais aller vite sur la gouvernementalité parce que je vois l'heure qui tourne et Géraldine qui s'impatiente. Non, je rigole. Donc, évidemment, cette question de l'engagement, elle renvoie à la façon de gouverner, c'est-à-dire de structurer la façon dont les autres pensent et parlent et agissent. Et donc, effectivement, vous comprenez bien que c'est lié à la notion de l'exercice du pouvoir. Et finalement, ce qu'a montré Foucault, c'est qu'en travaillant sur l'État, parce que c'est un cours qu'il a fait au Collège de France, il a montré finalement que la gouvernementalité, c'est la capacité d'induire une discipline intériorisée grâce à des dispositifs matériels. C'est-à-dire qu'on va internaliser une contrainte et une discipline et que finalement, c'est gouverner, c'est régir finalement la conduite de tous et de chacun, d'accord, par une forme de surveillance, de contrôle, et qu'il renvoie, dont il dit qu'elle n'est pas moins attentive que celle du père de famille sur la maisonnée et ses biens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, comme vous le savez, le terme de management vient du terme ménage, hein, à l'origine. Donc, c'est l'organisation économique et matérielle du ménage. Donc là, on voit finalement le lien entre la gouvernementalité, le management, et puis évidemment, nous, on va apporter la notion de marque. Voilà. Donc, ça j'en ai parlé. Donc, c'est la gouvernementalité, c'est gérer en fait les relations entre les hommes et les choses de manière à conduire à des objectifs qui soient acceptables pour tous. Et ça, c'est intéressant puisqu'on s'aperçoit qu'il y a quand même finalement un certain consensus sur les types d'engagement que prennent les marques. Hein, parce qu'on peut finalement cartographier ces engagements qui sont liés finalement à des risques politiques, des risques sanitaires, des risques de sécurité, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière ça, finalement, il y a un but qui est de conduire à la protection et au bien-être social et moral des populations. Ce qui est tout à fait en ligne avec l'idéologie du bien-être qui est dominante aujourd'hui, comme je l'ai pu le montrer dans l'ouvrage que Géraldine a eu la bienveillance de citer tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont finalement, à travers ce principe de gouvernementalité, on va permettre de faire intérioriser des normes et des valeurs, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a plus besoin d'utiliser la force pour exercer sa souveraineté sur son territoire. Ce qui renvoie à une notion qu'on utilise très souvent dans nos domaines, qui est l'utilisation du soft power, c'est-à-dire une sorte de guerre culturelle, idéologique qui est faite sans les armes. Mais donc, je retiens cette idée d'intériorisation de la norme et des valeurs, et le fait que ça permet justement l'évitement de la force et que ça conduit à une forme de souveraineté. Et comme le dit Foucault, donc c'est un procédé subtil de domination qui consiste à convaincre plutôt que contraindre. Et on peut se demander dans quelle mesure cette notion de purpose et de marque éthique ne s'inscrit pas finalement dans la volonté des marques de gouverner à la fois la vie des individus, mais aussi la vie des sociétés.
Alors, je voudrais quand même faire une petite parenthèse sur la différence entre l'éthique et la morale et renvoyer donc à quelqu'un qui pour moi est un penseur absolument fondamental pour réfléchir à toutes ces choses, qui est le regretté Paul Ricoeur, qui a été l'un des premiers philosophes à essayer de distinguer l'éthique et la morale. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on part du principe que le système libéral est un système amoral, c'est-à-dire qu'on ne peut pas évaluer des actions en utilisant la notion de vertu, je pense que un moyen de s'en sortir sans que ce soit pour autant une pirouette rhétorique est de s'appuyer sur la notion d'éthique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Paul Ricoeur donc, a montré que l'éthique et la morale, qui, comme vous le savez, ont une origine sémantique commune, hein, puisque en fait, ça signifie la même chose en grec et en latin, ethos et mores, c'est-à-dire les mœurs, en fait, peuvent être distinguées, puisque la morale renvoie à la question du bien et du mal, c'est-à-dire que ça renvoie à un système d'obligations euh, dont je dois répondre parce que j'habite, enfin, je vis dans un groupe social et donc ça renvoie une norme sociale qui va édicter ce qui est bien et ce qui est mal, c'est-à-dire ce qui est répréhensible et ce qui ne l'est pas. Donc la morale vient du collectif et va s'exercer sur l'individu, alors que l'éthique est personnelle et renvoie à ce qu'on estime bon pour soi et pour les autres. C'est pour ça que j'insiste sur la notion de marque éthique et pas du tout de marque morale. Et je pense qu'il y a beaucoup de confusion qu'on lit très souvent dans la presse, en fait, des propos qui montrent une confusion entre l'éthique marchande et la morale marchande, alors que ces choses sont relativement différentes. Et évidemment, la notion d'éthique renvoie à la question du bon et pas à la question du bien. Et donc induit une forme de subjectivité, c'est-à-dire que, en fait, chacun a une éthique. Donc après, on peut discuter l'éthique, hein, ce qui est donc une autre question concernant la morale. Et donc, là, ce que je voulais expliquer, c'est que finalement, Ricoeur a très intelligemment distingué en fait une éthique antérieure qui va pointer vers l'enracinement des normes dans la vie et dans le désir, et une éthique postérieure qui va viser à insérer les normes dans des situations concrètes. Et ça m'amène à rappeler quand même les principes de ce qu'on appelle la petite éthique de Ricoeur, en fait, qui s'étage sur 3 niveaux, c'est-à-dire qu'on a d'abord ce qu'on appelle la visée éthique, donc qui est fondée sur la confiance, le crédit, le désir. Donc c'est ce que Ricoeur appelle le pouvoir du oui. Donc ça, c'est le premier niveau qui, je pense, est vraiment le niveau fondamental pour appréhender toute situation éthique, que cela concerne les marques ou toute autre situation. Deuxième niveau qui est la norme morale, puisqu'évidemment, Ricoeur n'a pas complètement déconnecté l'éthique et la morale, puisqu'elles sont forcément liées, mais la norme morale qui va m'orienter vers le bien et donc qui est liée à l'empêchement, c'est-à-dire au devoir de ne pas. Et donc, ça me semble très, très important, puisque je crois qu'aujourd'hui, l'une des grandes questions que va avoir à régler le capitalisme et les marques qui en font partie, c'est de savoir comment régler cette sorte d'infinité de puissance et de pouvoir qui les caractérise. Quand on voit le pouvoir qu'ont certains individus sur le plan économique ou idéologique ou certaines marques, et on voit qu'effectivement, la question importante, c'est comment utiliser le pouvoir et peut-être que finalement, le summum du pouvoir, c'est de savoir ne pas utiliser, ne pas avoir recours à son pouvoir, hein, c'est-à-dire le devoir de ne pas, de s'empêcher. Et puis après, donc, il y a effectivement une autre dimension qui est la sagesse pratique, c'est-à-dire comment je vais concrètement faire vivre à la fois cette visée éthique et comment dire, l'encadrer par une norme morale et comment concrètement je vais devoir prendre des décisions. Parce que l'éthique n'est pas simplement une question de décision. Alors, je vais passer ça parce que le temps tourne. Géraldine, tu me diras quand je dois m'arrêter. Mais en tout cas,
Je vais garder ça pour la discussion. Cette réflexion de Ricoeur renvoie évidemment à un travail fondamental du sociologue Max Weber, qui a distingué en fait deux types d'éthique, c'est-à-dire d'un côté une éthique de la responsabilité, d'accord, donc qui est une éthique qui relève de la rationalité téléologique, téléologique, c'est-à-dire l'articulation des fins et des moyens, et donc qui est liée à la recherche d'un but poursuivi par celui qui agit et qui l'a, sinon posé lui-même, du moins clairement reconnu. Donc ça, c'est une éthique de la responsabilité. Alors que l'éthique de la conviction, c'est une éthique qui relève de ce qu'on appelle la rationalité axiologique. Et en fait, le souci de l'éthique de la conviction, c'est de ne pas trahir une valeur, de ne pas transgresser une norme. Donc, par exemple, c'est considérer que la vérité est importante et dire la vérité, d'accord, considérer que la bonté est importante et ne jamais user de la force. Et donc, c'est très important puisque, vous l'avez compris, les marques, je pense, sont confrontées aux mêmes problèmes que les hommes politiques, les hommes ou les femmes politiques, et sont confrontées essentiellement à l'éthique de la responsabilité. C'est-à-dire qu'il faut toujours garder en ligne de mire la question des moyens, la question de l'efficacité pratique et le mode opératoire de l'éthique. Et je pense qu'effectivement, on parle dans ce cas-là, comme le dit Weber, d'éthique du succès. Alors, sachant qu'évidemment, le problème d'une éthique du succès, c'est que c'est une éthique qui va s'adapter au possible et que donc la dérive, c'est effectivement l'opportunisme. C'est pour ça que ce qui est important, c'est de savoir encadrer la puissance et de toujours finalement se prémunir d'un accroissement infini des moyens. Mais en tout cas, je pense que cette distinction est importante puisque l'éthique de la conviction est difficilement opérationnalisable, je pense, quand on est une marque, parce que ce qui compte dans cette éthique, c'est le triomphe d'une valeur et pas l'efficacité. Et je pense que là, ici, en fait, émerge une dialectique que je trouve très, très intéressante, en ce sens que les marques, finalement, communiquent en permanence sur une éthique de la conviction, mais sont confrontées au quotidien à une éthique de la responsabilité. Et ça, je pense que c'est une question qui est extrêmement importante. Voilà. Et on voit donc se développer quand même un certain nombre de consensus voilà, sur des enjeux communs. Bon, vous avez dû voir peut-être ce livre blanc qui est consacré aux engagements des marques dans le domaine de l'alimentaire. Voilà, donc il y a tout un tas d'initiatives qui sont très intéressantes, mais qui montrent quand même, je pense, la construction progressive d'un consensus finalement pratiquement moral sur la responsabilité des marques et les engagements des entreprises. Alors, encore 2 points, Géraldine, si tu me permets. Si je me permets 2 points. Voilà, 3-4 minutes. Alors, première chose, c'est que je pense qu'il y a deux écoles qui s'affrontent et je pense qu'il est important de garder à l'esprit si on pense l'éthicalité, si je puis dire, de la marque. La notion finalement, les deux approches qui s'opposent, c'est d'un côté la philosophie libérale, donc qui va finalement considérer que ce qui est important, c'est l'emphase sur la liberté, l'individu, le privé, avec l'idée d'un marché libre qui va fonder les libertés. Donc, dans cette logique-là, la marque est un outil de libération. Et effectivement, je pense que ce qui est compliqué dans cette affaire, c'est d'essayer de rendre compatible la notion d'éthique et la notion de libéralisme, puisque comme on l'a vu avec Jean-Claude Michéa, le libéralisme a su s'abstraire de la question de la vertu.
Et puis, d'un autre côté, on a une philosophie qu'on va appeler critique, hein, qui est fondée plutôt sur la société, le bien commun et la justice, et qui va considérer qu'en fait, la marque n'est pas la solution, mais est un problème, et que la marque va contribuer à l'envahissement de toutes les sphères de la vie par le marché et va finalement laisser advenir une mentalité consumériste qui conduit à détruire toutes les formes de vie. Voilà, et donc c'est toute la rhétorique sur la marque comme fer de lance de l'invasion de la culture et de la privauté. Donc ça, il y a un certain nombre de choses, je passe là-dessus. Et une représentante illustre de ce mouvement serait la sociologue Eva Illouz, hein, qui nous explique que l'amour est devenu une marchandise, que l'amour fait mal et que l'amour n'existe plus. Bon, je vais très vite parce que ce n'est pas l'objet, mais effectivement, on voit bien qu'il y a une tension idéologique entre ces deux pôles. Et l'idée, c'est que, évidemment, il ne s'agit pas de départager un vainqueur, il s'agit de voir comment est-ce qu'on peut essayer de penser une éthique de la marque qui ne soit ni dans un camp ni dans l'autre, hein, c'est-à-dire qui accepte les principes du libéralisme tout en acceptant un certain nombre de critiques qui ont pu lui être faites. Voilà, donc l'idée, c'est d'essayer d'éviter ce type d'aporie, c'est-à-dire une entreprise qui vend des cigarettes et qui nous explique que finalement, va essayer d'envisager un monde sans fumée et sans tabac. Alors, pour terminer, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que ce qui me semble important là-dedans, c'est de considérer que la marque, évidemment, est une relation, mais surtout que cette relation a pour objet de créer des résonances à tous les niveaux de l'existence. Hein. Et quand on regarde finalement la définition de la résonance, on s'aperçoit qu'il y a effectivement une définition physique, hein, c'est l'augmentation de l'amplitude d'oscillation d'un système physique, mais ce qui me semble plus intéressant, c'est la définition figurée qui nous rappelle que la résonance, c'est ce qui fait vibrer l'esprit ou le cœur, qui va produire un effet, qui va produire un écho. Et je trouve ça extrêmement intéressant. C'est-à-dire, dans la communication non verbale, hein, nous rappelle, la résonance, c'est ce qui permet d'éprouver ce qui peut exister entre des personnes et grâce à quoi nous connaissons et éprouvons des sentiments. Et moi, je pense beaucoup je pense que cette notion de résonance, hein, sur laquelle le philosophe allemand Hartmut Rosa a beaucoup travaillé, est une notion absolument centrale pour penser l'éthique de la marque, c'est-à-dire quel type de résonance nous voulons créer dans l'espace et dans l'existence. Et pour terminer, je voudrais faire une proposition. Il se trouve que je fais partie d'un mouvement qui s'appelle le mouvement convivialiste, qui en fait est mené par un sociologue qui s'appelle Alain Caillé, donc qui est la continuation finalement du mouvement du MOS, qui était le mouvement anti-utilitaire des sciences sociales. Et donc, nous avons publié donc, il y a 3 mois chez Actes Sud un second manifeste convivialiste qui a été signé par 300 intellectuels, qui est en cours de traduction dans 15 pays. Et je pense qu'il est possible de rendre compatible finalement une philosophie convivialiste et la notion d'éthique de la marque. Mais sachant que pour ça, il faut se mettre d'accord sur un certain nombre de principes, donc ce qui sera une façon peut-être de répondre à la question initiale qui était posée. Et je rappelle quand même les principes clés du convivialisme. Donc d'abord, l'idée d'affirmer que nous vivons tous de façon commune avec la nature, donc c'est ce qu'on appelle la commune naturalité, c'est-à-dire que c'est une approche qui s'oppose totalement à l'idée de Descartes d'un homme qui serait maître et possesseur de la nature. Donc il faut continuer ce destin commun avec la nature. Le deuxième principe, c'est un principe de commune humanité, donc qui va évidemment condamner toute forme de discrimination. Troisième principe, la commune socialité, c'est-à-dire qu'on va considérer que finalement, ce qui est important dans les rapports humains, ce sont les relations entre les humains, et c'est ça finalement le ferment de la richesse. Donc ça, c'est pas très très loin finalement de ce que disait David Graeber dans son article sur la bullshit économie. Quatrième principe, le principe de légitime
d'individuation, qui rappelle que finalement, la motivation première des êtres humains, c'est un certain type de reconnaissance et que finalement, on a souvent tendance à agglomérer la notion d'individualité, la notion d'égoïsme, en considérant finalement, en considérant que finalement, l'individualisme est un égoïsme. Or, l'égoïsme est celui qui pense à lui, l'individu est celui qui va rechercher une forme d'autonomie de pensée. Et je pense qu'effectivement, il faut revenir à ce principe d'individuation. Et moi, je suis convaincu que le rôle des institutions comme l'université ou les grandes écoles, c'est justement de fabriquer des individus et que cela n'a absolument rien de péjoratif. Et puis, le cinquième principe, c'est le principe d'opposition créatrice, qui est justement ce principe qui a permis d'abolir les monarchies et toute forme de despotisme et qui est finalement une façon de penser la liberté et la résistance. Et je pense que c'est quelque chose d'absolument fondamental à laquelle les marques doivent penser désormais. Voilà, merci beaucoup.